I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. C'était le 20 août dernier, dans un discours, le roi Mohamed VI insistait sur la nécessité de réduire les délais de paiement. Il appelait en particulier l'administration et les entreprises publiques à jouer le jeu. 3 mois après, où en sommes-nous? En septembre, le ministère de l'économie a annoncé une batterie de mesures censées résoudre cette problématique. Assiste-t-on à un début de changement? Comment accélérer la cadence? C'est le premier sujet des décodeurs authentiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Diouri, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Hicham. Vous êtes responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. Hicham Hamadi, effectivement, avec nous ce matin. Bonjour Hicham. Bonjour. Analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de cette offensive belge au Maroc. La Belgique qui a entamé ce lundi sa plus importante mission économique de l'histoire au Maroc. Plus de 400 hommes d'affaires ont débuté donc une tournée qui va prendre fin ce vendredi. La délégation est présidée par la princesse Astrid. Autant dire tout un symbole et une volonté forte qui apparaît. Le pays est actuellement seulement le 62e partenaire commercial du Maroc et entend bien viser à moyen terme le top 40. Où peuvent investir les Belges? Que peuvent-ils apporter au Maroc? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Amine Diouri, c'était le 20 août dernier, donc ce discours royal, oui, qui notamment visait les administrations publiques. Est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on a réduit un petit peu les délais de paiement du côté de l'administration et des entreprises publiques? Alors, si on regarde les chiffres, effectivement, il y a eu une nette amélioration des délais de paiement en 2017. Des chiffres sont sortis récemment, publiés par la Trésorerie générale du Royaume. En 2013, les délais de paiement étaient aux alentours de 150-200 jours. On est passé en 2017 à 58 jours, donc en dessous des 60 jours légaux. Donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 5 ans. Oui. 200 jours à 58, donc une très nette amélioration. Je constate qu'effectivement on est juste en dessous du seuil de 60 jours, 45 jours pour l'ordonnateur et 15 jours pour payer. Bon, c'est très bien, il y a quand même un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par notre ministre de l'économie. Notamment lesquelles? La plus commentée, c'était évidemment la mise en place de la plateforme Ajal qui fonctionne depuis le 4 octobre dernier et qui permet à des fournisseurs, des administrations publiques, des entreprises publiques de poser leurs doléances, leurs réclamations par rapport à des factures impayées. Et aujourd'hui, en tout cas il y a quelques semaines, il y avait près de 80 fournisseurs qui étaient déjà inscrits sur cette plateforme. Et puis il y a eu des entreprises publiques ou des administrations qui ont aussi communiqué sur l'effacement de leur ardoise en matière de délai de paiement. C'est un petit peu un signe. Oui, bien sûr. On a eu par exemple récemment l'OCP qui avait cet objectif d'effacer complètement sa dette par rapport aux fournisseurs, avec la mise en place également d'une plateforme par rapport à ses propres fournisseurs. Donc oui, on voit des signes forts des établissements publics justement pour aller dans le bon sens. Hicham Hamadi, on commence à jouer le jeu. Ça y est, le roi a tapé sur la table et maintenant on se dit peut-être qu'il est temps de faire du bien à l'économie tout simplement. En fait, moi je me pose des questions par rapport à l'indicateur. En gros, on a divisé par 4 les délais dans un espace de 4 ans. Même dans un espace de 1 an, puisque l'année dernière on parlait de 150 jours, 200 jours. Déjà. En un an, on est passé de 200 jours à 58. Magnifique. Il faut se poser la question sur cet indicateur. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on est juste au-dessous du seuil. 60 jours, on est à 57, 58. C'est vrai. Donc je me pose la question, j'aurais souhaité qu'il nous donne la segmentation. Est-ce qu'il paye à un jour ou plutôt tous les paiements se passent le 58e jour et on se dit tiens, on va rester dans la limite pour être un bon élève. Ça serait intéressant que la TGR nous dise justement cette segmentation. Oui, cette ventilation, quand est-ce qu'ils payent réellement? La réalité est qu'il faut qu'on pose la question aux entreprises et non pas qu'on crée un indicateur et qu'on se dit on est un bon élève. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'amélioration. Ça, c'est une certitude. C'est sûr, parce qu'il y avait une circulaire. Amélioration pour certains ou volonté pour d'autres. La volonté politique est liée, parce que de toutes les manières, ça a fait l'objet d'un discours de Sa Majesté, ça a fait l'objet d'un observatoire, ça a fait l'objet de circulaires. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'effet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la progression.
De là à croire que cette progression elle est telle et que on est aujourd'hui en dessous du seuil qui est établi, je pense qu'on n'y est pas. La réalité est qu'il faut qu'on pose la question aux entreprises, il faut qu'on fasse des études et qu'on regarde est-ce qu'effectivement, entre le moment de la réception et le moment où on a déposé la facture et non pas le moment de paiement, parce que on peut faire durer l'acceptation pendant 6-9 mois et puis après on vous dit bah tiens on vous paye à 30 jours. Mais la réalité c'est qu'on va vous a payé après 9 mois. Bien sûr. Donc c'est ça ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'on accepte, quand est-ce qu'on donne quitus à l'entreprise par rapport à la réception. Et c'est là où il faut qu'on regarde, parce que voilà, on peut faire un indicateur sympa, c'est comme le doing business, on est très bien classé, mais la réalité est que notre économie est très fragile, très morcelée, très parcelée. Donc la réalité, il faut qu'on regarde cet indicateur d'une manière plutôt plus approfondie et qu'on regarde d'autres indicateurs et qu'on pose la question aux premiers concernés, ceux qui reçoivent l'argent. Oui, donc il y a encore du pain sur la planche, Amine Duri. Oui, Hicham a complètement raison quand il parle de tout ce qui se passe en amont de la facturation. C'est-à-dire qu'une fois que la prestation de service ou la livraison est acceptée, c'est vrai qu'il peut se passer 60 jours, mais c'est ce qui se passe avant qui est vraiment problématique aujourd'hui. Bon, maintenant, à la décharge de l'administration des entreprises publiques, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont en train d'être mises en place. On parle de clarification, simplification des procédures, on parle, chose qui n'existait pas, délimitation des responsabilités. On est en train de mettre en place des responsabilités, parce qu'avant, quand il y avait un problème de facturation, on savait pas qui était responsable. Eh oui. Aujourd'hui, on est en train... C'est compliqué pour aller sanctionner. Exactement. Et on est en train également d'informatiser l'ensemble des procédures de paiement. Donc, on sait à quel stade on en est en matière de paiement. Donc, tout ça fait qu'il y aura plus de transparence. On sera capable de dire où est-ce que ça bloque, à cause de qui ça bloque, ou à cause de quoi ça bloque. Et tout ça, ça va permettre également une meilleure visibilité pour les fournisseurs, sachant que derrière, les entreprises publiques auront l'obligation de publier de manière régulière leur encours et l'état d'avancement des paiements. Donc ça va dans le bon sens, on voit qu'il y a des mesures qui sont prises, qui suivent leur cours, à mesure qui ont à peine même pas 2 mois d'activité, notamment pour ce fameux portail créé par le ministère de l'économie. Néanmoins, est-ce qu'il faut revenir à la charge chaque mois sur ces mesures, ou est-ce qu'il faut en créer d'autres, des mesures supplémentaires, ou faire les deux à la fois? Non, il faut un suivi quotidien de ces mesures. En gros, ce qui est mis sur la table est intéressant, il faut le faire appliquer. Le portail de réclamation a enregistré à peu près 57 millions de dirhams, donc c'est très peu par rapport à... Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une conférence des délais de paiement chaque mois, le ministre de l'économie qui s'exprime, qui donne des chiffres aux côtés d'autres acteurs publics? Franchement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de travailler, de faire en sorte à ce que les entreprises reçoivent leur argent en temps et en heure. Le temps n'est pas à la communication, le temps est à l'action. Il va falloir travailler sur les procès. Oui, les deux, mais aujourd'hui on en parle sans qu'il y ait d'intervention. Comme on regarde les chiffres de l'emploi, on peut regarder les chiffres sur les délais de paiement. C'est ce qui est prévu. L'Observatoire des délais de paiement, par exemple, publiera en 2019 son premier rapport sur les délais de paiement, et notamment sur la partie publique. Donc ça, c'est la DEPP qui en est responsable. Sur la partie privée, Inforisque est partie prenante également à cet Observatoire des délais de paiement. Donc voilà, on essaiera de se mettre tous ensemble pour publier quelque chose. On avance. Hicham Hamadi. Simplifier les procédures, comme disait Amine, le plus important dans l'histoire, c'est effectivement mettre des mesures, puis après nous donner la vraie mesure et non pas des mesures qui se disent qu'à la moyenne de 10, on est à 9,5 et qu'on est bon. Non, il faut, on va dire, être transparent, aller dans le sens de la transparence parce que ça a commencé, publier les vrais chiffres, regarder le problème où est-ce qu'il est dans la réception ou pas. Peut-être oui, je suis d'accord sur la communication, continuer à communiquer, mais surtout, poser la question aux intéressés, parce que là, ce qu'on a, c'est d'une part les administrations et l'État qui nous disent, voilà, on a amélioré, mais on n'a pas entendu les chefs d'entreprise dire que c'est génial, on reçoit notre argent à temps. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est une question que je voulais aborder justement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer l'Observatoire des délais de paiement prolonger son rôle à l'avenir? C'est clair qu'il y aura une première étude en 2019, mais aller voir, aller interroger, aller enquêter ces chefs d'entreprise privés qui sont payés par des entreprises ou par des administrations publiques, leur demander l'impact des commandes qui sont réglées à temps sur leur portefeuille, sur leur développement économique. C'est une très bonne remarque. Je pense que ça peut faire partie des propositions qui seront faites lors de la prochaine assemblée de l'Observatoire. Effectivement, on peut avoir des données quantitatives, c'est-à-dire des données chiffrées
chiffrés sur l'évolution des délais de paiement. Ça donne une information qui est intéressante et importante. De l'autre côté, on peut effectivement aller sur du qualitatif, faire des études auprès de dirigeants d'entreprises qui travaillent avec l'État et leur demander effectivement de voir avec eux l'impact direct que ça a eu en termes de développement économique, de création d'emplois, etc. Oui, c'est une très bonne chose à faire, je pense. Est-ce qu'il y a des mesures à mettre en place supplémentaires? Hicham Hamadi. L'approche est basique. Oui. On a des appels d'offres publics, on connaît les entreprises qui les ont gagnés. Il suffit de prendre ces entreprises, on a leur contact, et puis après adresser un questionnaire en disant vous avez reçu votre dernier paiement quand? Et point à la ligne. On regarde la fin des... Est-ce que ça vous a permis d'alléger votre trésorerie? Est-ce que ça vous a permis peut-être d'avoir des projections, de créer de l'emploi? C'est clair, on peut faire du qualitatif derrière. Ouais, et là, on aura un vrai son de cloche réel. Au-delà de la mesure en disant que y a un indicateur qui nous dit que c'est à 57 jours, on aura la réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une amélioration. Il faut pas le dénigrer. Il y a du travail, il y a du boulot. Mais de là à croire que on est, ça y est, on a dépassé, que c'est plus un problème, c'est pas vrai. Amine Diouri. Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus par rapport à ce qui a été dit? Le patron de la DEPP disait que ce qui manquait aujourd'hui, c'était peut-être la direction des études et des entreprises publiques. L'établissement d'entreprises publiques. Il parlait d'introduire peut-être au Maroc le name and shame, justement, cette mesure qui permettrait d'afficher les mauvaises, les entreprises qui ne payent pas en temps et en heure. Pratique qui aujourd'hui... Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle dans les décodeurs atlantiques. Effectivement, on en parle beaucoup, ça existe déjà en France. Le name and shame, c'est quelque chose qui existe, qui est parti du Royaume-Uni pour dénoncer les pratiques salariales et qui après s'est développé dans d'autres secteurs. Donc oui, ça pourrait être intéressant effectivement de le mettre en place au Maroc. Après avoir comment il va être développé, est-ce que ça va être du name and shaming dans la presse, du name and shaming sur Internet, du name and shaming communicatif à travers des conférences? Il y a pas mal de mécanismes à imaginer. En France, en tout cas, ils pratiquent les deux, c'est-à-dire le name and shame, c'est sur le site du ministère de l'économie et des finances en France, et c'est également publié dans les journaux. Hicham Hamadi. Et si on le complète avec les primes de ces administrations qui seront indexées sur la note générée, ça serait sympa de se dire si vous êtes mal noté et que vous faites partie des entreprises qui ne sont pas aimées par le privé, tout l'ensemble de l'administration n'a pas ces primes. Et là, on est sur une indexation sur l'objectif qui est de servir et qui est de travailler pour l'économie nationale. La responsabilité, la redevabilité. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Hicham à l'instant. C'est vrai qu'il y a une responsabilité directe des établissements publics, des entreprises publiques. Malheureusement, certaines ont eu des gros problèmes de trésorerie, ce qui les empêchait de régler en temps et en heure leur délai de paiement. L'État fait un effort aussi en ce sens par rapport à la TVA remboursée, justement pour leur donner un peu d'oxygène et leur permettre de payer leurs fournisseurs. Mais il était clair qu'à une époque, certaines entreprises comme l'ONCF par exemple, compte tenu des investissements qui avaient été réalisés, avaient du mal à respecter ces engagements en matière de délai de paiement. On reste la question des crédits TVA, quand est-ce qu'ils vont être remboursés? On parle de peut-être premier trimestre 2019 40 milliards, pour l'instant rien n'est sûr. Mais... pour l'instant, il y a un mécanisme qui a été mis en place d'affacturage avec les banques. Tout est en train de partir pour que tout ça se règle assez rapidement. Donc ça aura peut-être un impact sur la vie des entreprises privées au premier semestre 2019. Une proposition. J'espère que l'État paiera les frais de cet affacturage, parce qu'il n'est pas normal que moi, fournisseur, je paye les frais pour avoir mon argent... 2%. Quel que soit le pourcentage. Ouais. Parce que la négociation sur le prix a été faite sur l'appel d'offres et normalement l'entreprise a été choisie parce qu'elle était, on va dire, bien notée et ayant une très bonne offre financière. À la fin, on vous dit, si vous voulez votre argent, il va falloir payer la banque pour ça. Non. J'espère que l'État supportera ça. Et c'est déjà le cas aujourd'hui pour les entreprises privées qui se font rembourser leur TVA. C'est effectivement anormal qu'à cause d'un mécanisme fiscal qui est déficient, c'est les entreprises qui soient obligées de payer le coût de ce mode de financement.
La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hicham Hamadi. Rebonjour. Oui, toujours debout. Analyste politique et économique, toujours debout, effectivement, directeur général de Hitch Maroc. Amine Dury également avec nous ce matin. Rebonjour. Vous n'êtes pas assis, également, toujours debout. Oui, moi debout, je préfère. Analyste politique, responsable PME, monsieur PME chez Inforisque. Bientôt, analyste politique aussi. Ça, je sais, qui c'est chez Inforisque, Dun & Bradstreet, exactement. On parle donc délai de paiement ce matin. Quelle évolution depuis l'avertissement royal, depuis ce discours du 20 août dernier. On rappelle que le roi Mohamed VI avait insisté sur la nécessité de réduire les délais de paiement, en particulier que l'administration publique et les entreprises publiques jouent le jeu. On a vu en première partie qu'il y a eu des efforts plus ou moins importants qui ont été faits par certains acteurs du public. Vous avez fourni quelques idées également de pistes de réflexion pour l'avenir, des propositions. Je voudrais qu'on s'intéresse à présent au secteur privé. Est-ce que là aussi le signal du roi Mohamed VI a été entendu, Amine Dury ? Alors, sur la question, on va publier très prochainement les derniers chiffres 2017 sur les délais de paiement. Ce que je peux dire simplement pour le moment, c'est que le signal n'est pas bon, puisqu'on a encore une légère dégradation, en tout cas pour les TPE, qui est déjà à un niveau très élevé. Ce qu'on a dit en première partie, c'est vrai que c'est important que l'État, en tant que grand donneur d'ordre, donne un signal fort par rapport à la question des délais de paiement. Mais je voudrais rappeler une chose quand même importante, c'est que le montant du crédit interentreprise privé, ça représente quelque chose comme 400 milliards de dirhams. Le public, la partie publique, c'est 50 milliards. Donc la partie privée, c'est 8 fois plus important. Ce qui est fait actuellement, c'est bien au niveau de l'État. Maintenant, il faut régler une bonne fois pour toutes cette question de l'encours qui existe aujourd'hui auprès des sociétés privées. Et c'est là que le gros travail est à faire. On est à combien aujourd'hui en termes de délai de paiement dans le privé ? Alors, dans le privé, pour les TPE, on est à plus de 260 jours. 260 jours. Donc un peu plus de 8 mois et quelques. Hicham Hamadi, bon, on voit que ça persiste toujours, cette question de délai de paiement dans le privé. Elle va persister parce que d'abord il faut donner le temps, et il faut que le temps soit donné de manière sérieuse et soutenue et pérenne. Et puis après, c'est une culture qu'il faut installer. C'est pas une question simplement de mettre un indicateur et de dire qu'on est bon dans l'indicateur. Il faut que cette culture soit dans les pratiques, notamment des réformes, on va dire, réglementaires. Les créances douteuses devraient disparaître. Pour moi, c'est soit on est payé, soit on n'est pas payé. Avoir un doute sur un paiement, je le comprends très mal. D'ailleurs, je n'ai jamais compris cette notion. Si on se décide de dire, dans la nature, il n'y a pas quelqu'un qui paye au-delà de 60 jours, et si c'est au-delà de 60 jours, ça n'existe pas, vous allez voir que ça changera. Donc, c'est une vraie culture qu'il faut installer. Et puis après, il faut que les gens se disent, je ne peux pas jouer avec la trésorerie des autres, je ne peux pas travailler avec l'argent des autres, parce que ce qui se passe réellement dans l'immobilier chez nous, il y a des acteurs qui travaillent avec l'argent de l'ensemble de ses fournisseurs. En gros, ils font la banque pour lui. Donc, c'est cette culture qu'il faut qu'on instaure, et il faut qu'elle soit instaurée de manière assez intelligente, de telle manière à ce que on puisse bonifier les bons et puis après pénaliser les mauvais. De là à dire que moi, administration, j'ai fait ma partie du boulot, non. Effectivement, il faut aller dans ce sens, mais il faut aussi pousser le privé à aller dans le même sens. Bon, la question, Amine Dury, c'est que faire ? Pourtant, il y a une loi qui a été mise en place il y a quand même quelques temps de cela. Oui, exact. La loi 49-15 sur les délais de paiement, elle s'applique complètement pour la partie publique, c'est-à-dire sur les commandes publiques, on a des intérêts moratoires qui sont prévus, etc. Sur la partie privée, aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel est le taux de pénalité qui est appliqué. Il manque des arrêtés d'application sur les délais dérogatoires pour les entreprises en difficulté ou des secteurs qui ont des process de production différents et donc qui ont des délais de paiement qui sont plus longs. Tout ça doit être publié, mais on attend toujours un signal fort. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans le flou. On vise uniquement pour l'instant les entreprises publiques ou l'administration publique, mais très peu d'initiatives pour tenter de réduire ces délais de paiement dans le privé. Dans le privé, aujourd'hui, je vous le dis, la loi elle est incomplète, elle n'est pas applicable pour je ne sais pas. Donc il y a une modification, un amendement de la loi qui serait. Il faut des arrêtés pour dire aujourd'hui les pénalités qui s'appliquent pour les retards au-delà de 90 jours, le grand maximum aujourd'hui, c'est tant de pourcents. Et c'est là-dessus que les négociations ont lieu entre la CGEM et le ministère de l'économie aujourd'hui. Est-ce qu'on ne doit pas aussi donner des exemples à justice
peut-être son rôle à jouer là-dedans, ou alors le ministère de l'Industrie ou le ministère de l'Économie. Bien sûr, il faut défendre la TPE, la petite entreprise qui aujourd'hui en souffre. Et surtout, j'appelle les associations professionnelles, notamment la CGM, à faire une charte interentreprise et que les gens s'engagent à payer, ne serait-ce que par les grandes entreprises au niveau de la CGM, qui se disent, tiens, nous, on va publier ce qu'on fait, on va faire preuve comme ce qu'a fait l'OCP, on va faire preuve, on va être le bon élève et nous, on s'engage à payer dans tel délai et voici ceux qu'on a payés. Donc, il faut que cette cascade, elle a commencé avec l'État, il faut qu'elle descende au niveau de la grande entreprise, puis après au niveau de la PME. Ouais. Et ça ne passe que à travers les corps intermédiaires, notamment la CGM et autres. D'autant qu'il avait été, initiateur de belles paroles, Saladin Mezouar, très récemment sur les délais de paiement, c'était au mois de juillet dernier. Ouais. Il voulait il voulait prendre en charge ce dossier aujourd'hui. Quid de ce qui a été proposé, quid de ce qui a été fait? Alors, je rappelle quand même qu'il y a aujourd'hui, au niveau de la CGM, il y a une charte sur les bons payeurs en matière de délai de paiement. Donc, c'est une charte qui n'est pas non plus fortement incitative, c'est-à-dire que c'est des déclarations de bonne parole d'entreprises signataires qui s'engagent à avoir de bonnes pratiques par rapport à leurs fournisseurs. Maintenant, évidemment, les résultats ne sont vraiment pas très probants pour le moment. Il y a quand même peu d'entreprises signataires. Ce qui manque, à mon avis, pour que ce soit réellement plus incitatif, c'est amener justement des incentives, c'est-à-dire proposer des choses concrètes, des réductions d'impôts. Ça peut être beaucoup de choses qui incitent l'entreprise justement à rentrer dans le droit chemin en matière de délai de paiement. Ouais. Ne serait-ce que la notation. Aujourd'hui, on a un ranking des entreprises, on a une notation côté assurance, côté banque, qui fait que ils peuvent accéder à un certain nombre de choses. Donc si ça peut être un bon exemple. Oui, on peut inclure bon payeur comme étant un critère qui influe sur cette notation. Ça peut être facile à mettre en place, Mignodou, ça risque de prendre du temps. Il suffit de vouloir. Enfin, c'est très simple. Aujourd'hui, ça existe. On parle de catégorisation fiscale, douanière. Ouais. C'est des incentives qu'on donne aux entreprises qui respectent une certaine transparence en matière fiscale, par exemple. On leur donne une récompense. Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les délais de paiement? Tous les gens, par exemple, qui exportent ou qui importent, ils sont soumis, ils payent des assurances. Les assurances sont décidées en fonction de votre notation. Il y a une notation qui est, entre parenthèses, un petit peu confidentielle et le critère bon payeur peut être rendu public. Donc en gros, il faut que la CGM, dans l'observatoire, qu'on inclue ce critère et que il y ait, on va dire, une déclinaison de ce critère au niveau de l'entreprise et vous allez voir l'impact. Une fois qu'on joue avec le bâton et la carotte, les gens vont jouer le jeu. Bon, bilan global, Amine Diouri, est-ce qu'on doit tout de même rester optimiste ou pas? Public-privé? Je reste optimiste pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, je parlais très longtemps d'un signe des grands donneurs d'ordre, l'État le fait aujourd'hui, donc pour moi c'est positif. Amine Diouri, responsable PME chez Inforix, Donald Bradstreet, Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc. La deuxième partie des décodeurs, c'est juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Hicham Hamadi, un coup de gueule, un coup de cœur ce matin? Une précision, je disais qu'on était debout, c'est la première fois qu'on fait des décodeurs en étant debout, sans être assis, parce qu'on est dans une... C'est sympa. Oui, c'est sympa, c'est différent. Oui. C'est comme ça, on explique au public pourquoi on disait debout. Oui, donc, voilà, effectivement. Ça devait être mon coup de gueule, justement. Coup de gueule, coup de cœur, alors. Hicham. Alors, coup de cœur, on va rester sur le sport, parce que la dernière fois, j'avais exprimé le souhait que le Raja puisse faire un grand pas, elle l'a fait avec les 3-0. J'espère que dimanche prochain sera la consécration. Pronostic pour le match retour? Pronostic, allez, un match nul ou 1-0 pour le Raja. Allez, c'est parti. Amine Diouri, coup de gueule, coup de cœur? Moi, un coup de cœur. Des statistiques publiées par Banque du Maroc sur les taux d'intérêt moyens accordés aux entreprises, notamment aux TPME. Et on voit que entre 2015 et 2018, il y a eu une baisse assez intéressante de ce taux moyen qui est passé de 7,50 à 5,9. Donc aujourd'hui, les TPME, quand elles ont accès au financement, elles ont un taux qui est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, le spread avec les grandes entreprises, le taux d'intérêt desservi aux grandes entreprises, s'est fortement réduit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, mauvaise chose en tout cas, c'est que je rappelle quand même que 95% de notre tissu économique, c'est-à-dire les TPME, c'est seulement 34% de l'encours de financement accordé. Donc on voit bien qu'il y a un problème entre la part de ces TPME et le poids des financements accordés. 9h45 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantiques.
Et nous parlons des Belges. Ce matin, la Belgique qui a entamé ce lundi sa plus importante mission économique de l'histoire au Maroc. Plus de 400 hommes d'affaires ont débuté une tournée qui va prendre fin ce vendredi. La princesse Astrid est présente. Elle préside d'ailleurs cette délégation. Autant dire tout un symbole et une volonté forte qui apparaît de la part de la Belgique. Il faut dire que le pays est actuellement 62e partenaire commercial du Maroc. C'est assez surprenant tout de même, Amine Duri. La Belgique, bon... c'est quand même un grand pays, malgré tout. 62e partenaire commercial du Maroc. Oui, on connaît les liens historiques du Maroc avec la France, l'Espagne, même l'Italie. C'est vrai que la Belgique n'apparaît pas trop dans les radars de notre commerce extérieur. Je citerai les chiffres des échanges entre la Belgique et le Maroc. La balance commerciale est quand même largement en la faveur de la Belgique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la part des importations marocaines vers la Belgique a été divisée par 2 en l'espace de 5 ans. En 5 ans, on est passé de 700 millions d'euros à 300 millions. C'est-à-dire que les exportations marocaines vers la Belgique ont été divisées par 2 pendant cette période. Donc entre 2013 et 2017. Entre 2013 et 2017. Ouais, on a beaucoup moins exporté et inversement, eux-mêmes, les Belges, ont exporté beaucoup plus. Donc ce qui fait que la balance commerciale est largement déficitaire pour le Maroc. Alors Marc Transo, l'ambassadeur de la Belgique au Maroc, était notre invité du Grand Morning ce lundi. On lui a posé la question. Objectif top 50, top 40, il n'est pas très clair, mais il répond oui, on a cet objectif. Donc on imagine que le top 40, on y pense dans un coin de la tête, dans cette délégation économique, sur un moyen terme, peut-être 5-10 ans, Hicham Mamadi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un repositionnement mondial par rapport à tous les aspects d'échanges commerciaux. Il y a la Chine qui est en train de penser à sa route de la soie, il y a les États-Unis avec un redéploiement de sa politique extérieure, et puis après il y a l'Europe qui, à travers beaucoup de politiques, essaye de passer à l'offensive, et notamment à travers le Maroc. Vous savez, il y a un port en Belgique qui est un des grands ports européens, le deuxième ou troisième, le port d'Anvers. Et surtout, il est reconnu pour sa diversité de produits. Il ne se base pas que sur le transit des produits pétroliers. Donc, la Belgique a intérêt à s'allier avec un hub tel que le Maroc, à travers aussi ses ports. Donc c'est normal. Et vous savez, il y a une autre délégation qui arrive demain, de la Bulgarie, il y a d'autres délégations qui arrivent. Et on est invité, la Chine souhaite aussi que le Maroc fasse partie de sa route de la soie. Donc il y a un repositionnement mondial au niveau maritime sur tous ces aspects de commerce. Et c'est normal que la Belgique pense au Maroc de cette manière et arrive d'une manière assez franche et assez directe. Maintenant, moi, je me pose une question. Qu'est-ce qu'on peut leur exporter au-delà du fait de faire du transit? Bien sûr. Pour l'instant, c'est ça. C'est surtout, on va signer des contrats, on va vendre des produits belges au Maroc, à voir lesquels dans les prochains jours. Mais la question, pose Amine Duri, que vous posez également, c'est quid des capacités des entreprises marocaines à faire du commerce en Belgique? C'est ça ce qu'il faut qu'on regarde avec eux. Venir effectivement avec une grosse délégation, probablement d'exportateurs, probablement d'industriels qui souhaitent s'installer. C'est bien. Oui, investir, notamment dans le secteur de la santé. Exact. Maintenant, il faut que nous, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut envoyer en Belgique? Comment peut-on utiliser les ports belges pour faire, du transit et concurrencer les autres ports avec lesquels on travaille? Surtout que le Maroc a fait le choix de diversifier ses partenaires. Donc, c'est là où il faut qu'on soit vigilant. Nous ne sommes pas simplement clients, nous sommes aujourd'hui dans une position où on est un hub vers d'autres pays, et surtout, il faut qu'on regarde comment faire la promotion de notre activité locale et qu'on l'aide à s'exporter. Donc on pourrait imaginer quoi? Des produits de grande consommation. On a eu une annonce ce matin, on a eu le PDG de Moutantis, Adil Doueri, qui était là. Il nous disait que le jus de fruits, référence de Mutindis, la marque Marrakech, pour ne pas la citer, c'est une information. Actuellement, il y a une réflexion qui est en cours pour tenter d'exporter ce produit-là vers la France, vers l'Espagne, mais aussi vers la Belgique. On peut imaginer déjà des biens de consommation marocains qui puissent s'exporter en Belgique? Mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, l'essentiel des exportations qui sont faites vers la Belgique, c'est des produits agroalimentaires, c'est du textile et c'est des produits chimiques. C'est ça qui les intéresse aujourd'hui. Donc il faut peut-être développer davantage encore aujourd'hui.
Oui, ces créneaux-là. Pour moi, cette rencontre, elle a deux buts. Hicham a parlé du premier but, qui était la Belgique se présente comme un hub vers l'Europe pour le Maroc, en disant voilà, vous faites 40% de vos exportations vers l'Europe, et venez passer par la Belgique pour faire ce que vous avez à faire. Et le Maroc, inversement, dit vous êtes intéressé par l'Afrique, le Maroc est un hub parfait pour vous, pour vous introduire sur le continent africain. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, effectivement, c'est plutôt mettre en avant le Made in Morocco, faites du business au Maroc. Et c'était intéressant, j'ai consulté les journaux belges justement pour voir quels étaient les atouts du Maroc vus par les Belges. Oui. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort, c'est qu'ils mettent en avant la stabilité politique du pays, la langue commune qui est le français, une forte diaspora marocaine en Belgique. Sur les aspects économiques, ils mettent en avant le plan industriel qui est pour eux une réussite, avec mettre en avant les zones de libre-échange, le soutien aux investissements, les exonérations pour les nouvelles industries, les accords de libre-échange, les infrastructures, bref, tout ce qui fait aujourd'hui la force du Maroc. Donc là, c'est surtout une mission où on va s'informer principalement. Ils voient en nous réellement un très bon client. Nous, on doit voir en eux aussi un bon client. Vous savez, le port d'Anvers reçoit des fèves et de la cacao de Côte d'Ivoire et de Ghana. Donc ce que tu posais comme question, qu'est-ce qu'on pouvait exporter? En se positionnant comme hub, il faut que ça passe par nous, il faut que la transformation se passe ici avant d'aller là-bas. Donc c'est là où ça doit être intéressant et créateur de valeur pour nous. Il faut plus qu'on soit simplement un port de transit où effectivement ça arrive en admission temporaire et puis après ça part, où on génère une partie de la valeur, mais il faut que la valeur ajoutée soit ici. Et si on doit accepter des industries de transformation qui s'installent chez nous, il faut qu'on les pousse vers ces secteurs. Parce que l'idée, c'est de mettre de l'incentive sur ces secteurs en disant, tiens, il y a des choses qui arrivent directement chez vous, notamment de la cacao, tiens, venez, vous installez au Maroc, produisez du café et prenez-le d'ici. On crée des joint ventures notamment, ou des coopérations, des partenariats. C'est là où ça devrait être intéressant. Il ne faut pas qu'on soit dans une situation où on est simplement consommateur et client et peut-être un switch de transit. Il faut qu'on se positionne comme étant un centre de traitement, et un centre de traitement à forte valeur ajoutée, comme ce qu'on a fait avec Renault. Enfin, l'exemple type, c'est que Renault s'est installé, on produit une bonne part de la valeur ajoutée ici, et donc il y a tout l'écosystème qui s'installe. Il faut qu'on se dise, qu'est-ce qu'ils prennent de l'Afrique? Comment faire en sorte à ce que ça passe par nous, ça reste chez nous, ça se transforme chez nous, et puis après ça part chez eux. 400 hommes d'affaires, on imagine que quasiment l'intégralité des secteurs qui sont représentés au Maroc sont également représentés dans cette délégation. Comme disait Amine, ils voient en nous un bon pays, avec une bonne gouvernance, avec de l'infrastructure, et puis après avec de l'incentive à l'industrie. Donc ils se disent, tiens, on se rapproche de nos fournisseurs qui sont la Côte d'Ivoire et compagnie. Ils voient ça comme étant un pied en Afrique avec de l'intérêt. Donc il faut que nous, cet intérêt, on le route vers ce qui nous intéresse aussi. Amine Diori. Oui, tous les secteurs seront représentés. Il y a deux secteurs, je pense, qui intéressent particulièrement les Belges et qui feront l'objet certainement de conventions. C'est le secteur minier, et deuxièmement, je pense surtout la partie énergie renouvelable. Ouais. Les Belges apparemment ont une expertise en matière d'analyse, d'extraction de minerais, de transformation des minerais, et même en matière de recyclage des matériaux. Donc ils peuvent apporter cette expertise au Maroc, justement, qui elle a ses mines, et donc ça peut faire une très bonne coopération entre les deux pays dans ce domaine-là. Sur les énergies renouvelables, il y a une volonté réaffirmée du roi Mohamed VI d'augmenter la part des énergies renouvelables à 52%, plus de 52% à l'avenir, de développer le biomasse à l'avenir également. Peut-être que là, il peut y avoir une intervention aussi des Belges à l'avenir. Toutes les industries sur lesquelles ils excellent, ça serait bien qu'on ait une part de cette expertise. Maintenant, il faut qu'on renforce notre positionnement en tant que hub en mettant plus de routes entre nous et les pays qu'on est censé connecter, et en mettant peut-être des chemins de fer. On a fait un TGV interne, tiens, pourquoi pas des chemins de fer entre nous, la Côte d'Ivoire, passant par la Mauritanie, puis après à d'autres pays. Pourquoi ne pas mettre des routes? Parce que il y a qu'à voir ce qu'a fait la Russie en Crimée avec son pont impossible,
que les gens se positionnent en disant bah tiens, on relie des espaces et on relie et on réduit le temps entre ces espaces. Et c'est comme ça qu'on se positionne comme étant un acteur incontournable. On sent aussi de la part de l'ambassade de Belgique une volonté d'imprimer cette marque belge auprès des Marocains. Il y a cette école belge qui a été inaugurée hier à Rabat. C'est donc la deuxième après celle de Casablanca. Ça commence à avoir un impact. On commence à entendre parler de plus en plus ces dernières années des Belges. Oui, effectivement. C'est vrai que le Maroc est fortement imprégné par les entreprises françaises et les écoles françaises. La Belgique aujourd'hui voit le fort potentiel du Maroc et le hub qu'il peut représenter vers l'Afrique. Donc, et on voit les Anglais aussi, oui, sur cette question. Les Anglais peut-être un peu moins aujourd'hui. Et une volonté de l'ambassade britannique, en tout cas, de développer des écoles. Mais oui, effectivement, ils ont tout intérêt aujourd'hui à prendre leur place aux côtés des Français et d'autres délégations qui veulent travailler avec le Maroc. Hicham Hamadi. En fait, ça démontre que les relations qu'ils veulent imprégner ne sont pas de simples relations, on va dire, d'ordre commercial. L'utilisation des soft powers, comme ce que fait les Français avec des fortes présences en Afrique, avec des missions, avec des choses comme ça, vont dans le sens de la normalisation et la concentration des échanges. Donc oui, ça démontre qu'ils ont une vraie visée sur l'Afrique, une vraie visée sur le Maroc. Charge à nous de faire en sorte à ce qu'elle soit pour notre intérêt et non pas simplement, nous ne sommes pas de simples consommateurs. Bon, on a une question de Asma sur la page Facebook qui nous dit à quand des frites belges au Maroc. C'est vrai, ça a attaqué de la place. J'attends ça avec grande impatience. Ces frites, moi aussi, effectivement. Amin Duri, vous voulez conclure ? Non, mais Hicham a parlé d'une chose très très importante, c'est effectivement la notion de soft power, qui est importante en matière de relations diplomatiques. Aujourd'hui, on sait, la France perd de l'influence, par exemple en Afrique, par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens, par rapport aux Turcs, par rapport aux Marocains, qui sont aussi très présents en Afrique de l'Ouest. Donc voilà cette notion de soft power, c'est-à-dire la capacité d'influencer les relations diplomatiques et d'avoir un impact après sur la vie économique des entreprises. C'est quelque chose qui se travaille effectivement, et là-dessus, je pense que le Maroc est plutôt bon, voire même très bon. Merci beaucoup, monsieur Amin Duri. À très bientôt. Merci bien. Responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Hicham Hamadi, à bientôt également. À bientôt et vivement que ça soit encore debout parce que c'est plus sympa. Oui, analyste politique économique Hicham Hamadi, directeur général de Hitch Maroc. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques, c'est à 10h10, votre émission citoyenne. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.